Bismillah. Salam alaikum, les amis permaculteurs musulmans. Alors, comme vous le savez, cette année, la RAMF a été décalée. Donc, du coup, on prend le temps de discuter ici, de lancer ces lives pour promouvoir les initiatives de permaculture musulmane. Et en même temps, on continue à parler de l'espace écologie et promouvoir cette initiative aussi qui se renouvelle tous les ans, Inch'Allah, l'année prochaine. On fera la même chose à la RAMF. Donc, là, aujourd'hui, pour ce live, on accueille Ilham. Salam alaikum Ilham. Salam, alaykoum salam. Et Ilham, du quoi tu vas nous parler aujourd'hui? En fait, je vais vous parler d'alimentation et de phytothérapie, donc tout ce qui concerne les plantes et les huiles essentielles, puisque ça concerne un peu mon parcours, hein, puisque je suis diététicienne à la base. Et j'ai fait, pour compléter mon cursus, j'ai fait des études de phytothérapeute pour pouvoir soigner et puis prévenir aussi, surtout, Ouais. avec les plantes et les huiles essentielles. D'accord, parfait. Bismillah. Du coup, Ilham, une petite présentation pour savoir qui tu es, un petit peu, et au-delà aussi, rebondir sur ton parcours. Alors, en fait, donc, je suis maman de 3 enfants et en fait, je suis installée en cabinet libéral. J'accueille des patients et puis je, voilà, je traite des symptômes, hein, tout ce qui, enfin, symptômes, tout ce qui est surpoids, pathologie, etc. Et puis, je travaille aussi beaucoup avec les plantes. Voilà, je complète avec la diététique. Et j'organise aussi des formations, des ateliers en immersion autour de la cuisine saine et puis tout ce qui est sortie botanique pour reconnaître les plantes et savoir quoi utiliser, comment utiliser. Mashallah. Et du coup, comment c'est venu cette passion à toi? Est-ce que c'est toi qui, à travers une personne peut-être qui t'a donné envie d'en savoir plus ou comment ça marchait? Ouais. En fait, j'étais passionnée de médecine toute jeune Ah, et enfin, j'ai beaucoup fait de sport. En fait, j'ai fait un sport à haut niveau quand j'étais jeune. En fait, j'avais à peu près 10 ans quand j'ai commencé. Et en fait, l'alimentation, c'était quelque chose qui était indissociable de tout ce qui est bien-être, sport, etc. Donc, pour moi, c'était important de manger équilibré. Voilà, j'ai composé chez moi déjà jeune des plats équilibrés chez moi au sein de ma famille. Donc, des fois, on se moquait de moi, mais c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et la médecine aussi me plaisait. Donc, je me suis dit, voilà, médecine, alimentation, donc diététique forcément. Donc, c'est là que je suis arrivée à la diététique. Et puis, la phytothérapie, c'est les plantes, ça me passionne. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à utiliser. Et puis, je suis vraiment convaincue. Enfin, quand je vois les résultats, je suis tout le temps en admiration devant le, subhanallah. Plus la le création d'Allah, donc il y a voilà, c'est toujours des ça, mystères dedans qu'on découvre à chaque fois au fur et à mesure. exactement. Et je me dis, Ouais, il n'y a pas plus puissant que les plantes. Quoi. Voilà, tout à fait. passer voilà, quand je compare les médicaments et puis les plantes, je me dis, voilà, il y a pas photo. Quoi. La création de Dieu, voilà, elle est unique. Inch'Allah. Donc très jeune, tu t'es passionné de ça et tu t'as voulu découvrir un petit peu et de faire plaisir à ta famille à travers ce que tu savais, ce que tu Voilà, apprenais. voilà, Et c'est ça. après, comment tu t'es lancé carrément dans une carrière? Tu t'es dit, bon, c'est ça mon métier et j'ai envie de vivre de ça. Comment. En fait, je voyais autour de moi des personnes souvent malades, Ouais. fatiguées, etc. Et c'est vrai que améliorer la qualité de vie des gens, en fait, c'est quelque chose qui me plaît. En fait. J'aime bien conseiller, j'aime bien conseiller, soigner, entre guillemets, parce que c'est Dieu qui guérit. Enfin, moi, je soigne puis que Dieu guérit. Mais c'est vrai que j'aime bien ce concept d'aider les gens à aller mieux dans leur vie, avoir une meilleure énergie, une meilleure santé. Et je suis heureuse, en fait. Pour moi, ça me rend heureuse de pouvoir Mhm. contribuer à ce bien-être, en fait. Subhanallah. Du coup, tu vas nous parler de phytothérapie, c'est ça? De phytothérapie et d'alimentation saine et vivante. D'alimentation saine avant le ramadan, en plus, ça tombe bien. Ah, ça tombe bien. Ouais. Alhamdoulilah. Alors, voilà, en plus avec son confinement, donc ça tombe aussi très très bien. Je sais que ça. Euh, voilà. En fait, je parle beaucoup d'alimentation saine et vivante. En fait, quand je vais, par exemple, je parle en fait de tout ce qui est alimentation brute. En fait, quand je parle Mhm. d'alimentation vivante, c'est tout ce qui est opposé à alimentation mort, alimentation, tout ce qui est mort en fait, les aliments Mhm. morts. Et les aliments vivants, c'est tout ce qui est brut, qui a pas été transformé et qui a été préparé dans le respect de l'organisme, du respect en fait de l'environnement, de la nature, etc. Et tout ce qui est mort, en fait, les aliments morts, ce que j'entends par là, c'est tout ce qui nous apporte rien et qui encrasse l'organisme, comme Oui. ça peut être les aliments qui sont bourrés de mauvaises graisses, les boissons sucrées, les barres
tous les barres sucrées là, de Mars, etc. Tout ça, pour moi, c'est des aliments morts. En fait, ça apporte rien à l'organisme, ça l'aide pas, en fait, ça lui apporte vraiment aucun bienfait, contrairement à l'aliment vivant qui peut être, par exemple, je parle des fruits et légumes, par exemple. Ça, c'est un aliment vivant. Hein. Quand je prends des graines, quand je prends une pomme et je prends des graines, je plante ces graines-là, ben, il y a quelque chose qui va pousser. Hein, c'est vraiment vivant. Je prends un Mars, je peux planter un Mars ou un Snickers, on n'aura rien qui va pousser, en fait. C'est un peu ça. C'est un peu une petite comparaison. Et du coup, on est arrivé aujourd'hui à manger des aliments et pas se poser la question de qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que ça va m'apporter et tout. C'est ça qui est très, très important. Voilà, c'est ça en fait. L'alimentation vivante si je comprends bien, en fait, mort et vivant, c'est un petit peu transformé et non transformé, c'est-à-dire l'aliment, l'ingrédient de base, c'est ça? C'est ça, brut en fait. Voilà, comme je vais un beurre, je vais aller choisir un bon beurre bio et puis non pasteurisé. Voilà, ça c'est quelque chose de vivant. En fait, c'est vraiment vivant. C'est pas un beurre qui a été bourré, par exemple, l'animal a été bourré d'hormones, et puis après on a rajouté des pesticides, et puis on l'a pas bien nourri, etc. On va récupérer ce beurre, ben c'est pas un aliment vivant, hein. C'est un aliment quand même transformé, encrassé. En fait, c'est vraiment des aliments qui nous encrassent après. Voilà. C'est ça, exactement, tout à fait. Là, pour le coup, aujourd'hui, on voit que les gens commencent à se poser ces questions-là et essaient de comprendre un petit peu comment se nourrir de la meilleure façon qui soit, vu qu'on commence à comprendre l'impact sur la santé. Mais on est toujours en train de se questionner pourquoi je ferais ce choix. C'est vrai que bon, la santé, oui, mais on ne se rend pas compte tout de suite de l'intérêt. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour montrer à quel point c'est même pas très important, c'est presque inévitable de n'envisager que des aliments vivants finalement. Ben, en fait, c'est aussi, comment dire, ce qu'on mange, en fait, c'est ça qui va jouer sur notre santé, comme vous l'avez dit, et puis la vitalité. Je veux dire, on a tous envie d'être en bonne forme, on a tous envie d'avoir une belle santé pour pouvoir atteindre nos objectifs de vie ou faire autre chose, etc. On n'a pas envie de fatiguer. Je veux dire, voilà, tout le monde a envie d'avoir, je pense, une bonne santé, une bonne énergie, être de bonne humeur, parce qu'on sait que les aliments, ils ont un impact aussi aujourd'hui sur l'humeur. Il y a des études qui ont été faites, hein, ça a été prouvé. Donc c'est vraiment le premier chef c'est vraiment la qualité des aliments hein, qui va importer beaucoup. Donc ces gens-là, je veux dire, après, si on ne peut pas perdre du temps à aller voir les médecins ou tout le temps, je veux dire, finalement, c'est comme, voilà, quand on dit souvent, celui qui va aller loin, il menace sa monture. En fait. Et c'est un peu ça, celui qui va aller loin, il menace sa monture. C'est-à-dire qu'après, j'ai pas besoin d'aller courir en médecin j'ai pas besoin, après, ça va pas me coûter cher. Hein, et c'est un gain de temps aussi, un gain de temps, d'énergie, et puis d'argent aussi. Hein, d'argent, que ce soit au niveau de la sécu ou au niveau de notre porte-monnaie à nous. C'est ça, en fait, c'est un gain de temps. Finalement, ce que je fais, les petites actions que je mets en place aujourd'hui au niveau de l'alimentation, c'est un gain de temps pour plus tard. On va tous vieillir, mais l'idée, c'est de bien vieillir. Hein, bien vieillir, pas avec une boîte de médicaments comme nos parents, malheureusement, voilà, ils n'ont pas eu des... voilà, c'est tout ça. Aujourd'hui, on voit que la majorité des Français consomment des médicaments, etc. et vivent longtemps. Mais finalement, à quel prix? Je veux dire, est-ce que c'est bien vieillir? C'est ça, pour bien vieillir, en fait. C'est ça, exactement. Et tout à l'heure, je t'ai entendu parler de vitalité ou d'énergie vitale. Finalement, j'entends quelque chose de spirituel là-dedans aussi. Donc, quand on se nourrit du vivant, quelque part, ça nous donne vie. Ben, c'est ça. En fait, il y a des gens qui parlent de ça, en fait, des personnes, voilà, des études aussi qui ont été faites, au niveau du jeûne, au niveau de tous ces aliments vivants, c'est que ça nous reconnecte. Et, ces aliments-là, ils ont quand même une énergie vibratoire, en fait, quelque part. L'aliment mort, c'est un aliment mort, ça ne nous apporte rien. Alors que le légume ou ça, qui a été cultivé de façon saine, de façon respectueuse de l'environnement, ben, il va nous connecter quelque part à ce qui est plus grand que nous, en fait, finalement. Et c'est ça qui est très, très, très important. Voilà, c'est vraiment important. Ça a une connexion, en fait. Voilà. Du coup, quel est ton parcours, toi, en termes de formation? Par quoi tu es passé pour en savoir plus sur quand tu te questionnais, où est-ce que tu trouvais tes réponses et comment ça marchait? Ben, au départ, j'étais un peu frustrée quand j'étais jeune parce que je n'avais pas encore commencé ces études-là. J'ai pas commencé ces études très tôt, mais j'étais frustrée parce que finalement, quand on lit les étiquettes aujourd'hui, des fois, on ne comprend pas tout. Il y a beaucoup de noms latins, notamment dans les cosmétiques et tout ça. On a des noms latins, donc si on n'a pas fait un peu de latin, ben, on est un peu perdu. Hein. Et du coup, pour moi, je pensais que certaines boutiques, elles vendaient vraiment du sein, et finalement, en grandissant, en fait, je me suis dit, ben, il faut peut-être que je me prenne en main, que je sois autonome et que je puisse moi-même lire les étiquettes, comprendre
j'avais envie de comprendre. En fait. C'est cette curiosité qui m'a amenée aussi à faire ces études-là, c'est de comprendre pourquoi, comprendre les étiquettes, comprendre ce que je mange. Hein, c'est important de savoir ce qu'on mange. On dit souvent, on est ce qu'on mange en fait. Hein. Donc moi, j'ai pas envie de manger un bœuf qui est nourri aux OGM, ni du lait enrichi en dioxine, ni des légumes qui ont été aspergés de pesticides en fait. Voilà. C'est l'idée, c'est de savoir ce que je mange. Aujourd'hui, c'est important pour moi de pouvoir regarder les étiquettes, de pouvoir savoir voilà, exactement ce que je mange. En fait. Voilà. Bien sûr. Et j'imagine que c'est beaucoup d'expérience aussi. Hein. Enfin, je veux dire, au-delà de la théorie, de ce qu'on peut lire dans des livres ou apprendre dans les formations, c'est soi-même, quand on s'approprie les choses et on les applique, on sent l'intérêt de manger tel aliment ou tel aliment, j'imagine. C'est ça. C'est en personnel. C'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est tout le monde qui doit avoir cette connaissance-là pour pouvoir être autonome, en fait, dépendre de personnes et puis savoir ce que je dois manger. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne savent pas lire les étiquettes, même au niveau alimentaire. Ils ne savent pas lire les étiquettes, en cosmétique non plus, tout est en latin. Donc, c'est très important de savoir, de lire ces étiquettes. On devrait avoir une petite formation comme ça et pour pouvoir faire ses choix en pleine conscience, en fait. Faire ses choix en alimentation, en cosmétique, en vêtements même. Enfin, après, j'englobe tout, mais c'est vrai que c'est un peu ça la diététique aussi. C'est une hygiène de vie qui est globale, en fait. On est plus regardant que sur l'alimentation, on va regarder aussi ce qu'on achète et pourquoi on l'achète, d'où ça vient, comment ça a été fait. Après, on commence à se questionner, en fait. Et quand on commence à entrer là-dedans, ça ne s'arrête plus. Après. On commence à se dire, voilà, ça a été fait là, ça a été fait ça comme ça. Il y a des enfants derrière qui ont travaillé. Et puis là, on se pose des questions. On se dit, moi, voilà, je n'achète pas. Non, je n'achète pas. J'achète pour plein de conscience. On développe une conscience qui est liée à l'écologie, finalement, à tout ce qui est lié à notre assiette. C'est ça. On commence peut-être par l'alimentation, souvent on commence par l'alimentation, puis après on va sur les cosmétiques, et après les vêtements. C'est vrai que les vêtements, mes chaussures, je me pose la question, où est-ce que je les ai achetées, comment ça a été fait, est-ce que c'est toxique, est-ce qu'il y a des produits toxiques, voilà. C'est tout ça, et finalement on consomme de façon responsable. Voilà. Et c'est être responsable de ce qu'on consomme en fait. C'est pas j'achète et puis voilà, ça vient de là, et puis ça a été fait par des enfants, ça a été voilà. Donc c'est vraiment, on se pose la question de ça. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus ne plus se poser ces questions. Aujourd'hui, c'est nécessaire, c'est vital. Oui, plus que jamais. Là, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est se poser ces questions et de se dire, voilà, mais qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que c'est une consommation qui est responsable en termes d'alimentation, en termes de cosmétiques, en termes de vêtements, etc. Et puis se poser voilà, essayer de chercher, c'est important d'aller chercher l'origine, la source de ce qu'on achète. Bien sûr. Donc, on s'intéresse à ce qu'on met dans l'assiette, donc ce qu'on mange, mais aussi on peut se soigner avec ça. Ce que je comprends, c'est que c'est le quotidien, donc voilà, je ne peux pas non plus mettre n'importe quoi dans mon assiette ou l'assiette de mes enfants. Mais en plus, il y a ce côté thérapeutique, et là, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur la thérapie? Vous avez dû entendre souvent que ton aliment soit ton médicament, ou que ton médicament soit ton aliment. En fait, c'est ça, c'est cet aliment-là dont je parlais, c'est cet aliment vivant qui va nous apporter les nutriments, les oligo-éléments, les vitamines, les principes actifs dont on a besoin. En fait, c'est un peu comme la plante. Je compare ça à la plante. L'aliment, c'est comme la plante. La plante, on va la prendre, on va la cueillir comme ça dans la nature. Et bien, qu'est-ce que je vais faire quand je fais ma tisane? Je ne transforme pas la plante, en fait. Je ne vais pas la transformer. Je vais la mettre telle qu'elle dans de l'eau et puis je vais chauffer, puis je vais obtenir ma tisane. C'est exactement pareil pour les aliments. Quand je vais acheter des aliments bruts, un peu, comme le beurre dont je vous parlais, moi je vais acheter du beurre brut, ça n'a pas été transformé. Ça a été transformé de manière manuelle, mais on n'a pas ajouté des produits chimiques, des produits pesticides, etc. Donc je récupère l'aliment qui est brut et ça va me faire. Ça, c'est bon pour ma santé et pour ma vitalité. C'est vraiment ça. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont un petit peu sceptiques par rapport à ça. Ils disent, bon, il y a le médicament, il y a eu des recherches, c'est scientifique, c'est prouvé que c'est efficace. Et d'un autre côté, on dit, bon, voilà, les plantes, on sait que ça marchait pendant un certain temps, mais je sais pas, enfin voilà, certains sont encore sceptiques par rapport à cette aromathérapie. Comment on peut leur dire que c'est comment dire, c'est une science aussi à part entière qui a été prouvée par l'expérience humaine depuis des siècles. En fait, aujourd'hui, on sait que tout ce qui a été empirique, parce que les plantes, ça a été découvert de manière empirique. En fait, c'est des gens qui ont goûté, qui ont essayé. Avant, on avait des instincts. Avant, on sentait les choses, on les goûtait, on savait les couleurs, on savait le danger, où est-ce qu'il était, etc. Aujourd'hui, on a perdu un petit peu ça. On est complètement déconnecté de la nature. Du coup, ce qui fait, c'est qu'on se fait plus confiance, en fait. Aujourd'hui, on va acheter des choses qui sont déconnectées. On n'arrive plus à faire, c'est ça, on n'arrive plus à faire le lien. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Je vais aller chercher un poulet, je ne me pose pas la question comment il a été nourri, d'où est-ce qu'il vient, etc.
On est complètement déconnecté. Alors qu'avant, on se demandait est-ce que c'est bon pour moi cette plante, est-ce qu'elle m'inspire confiance, est-ce que c'est amer, est-ce que c'est, etc. Là aujourd'hui, on se pose plus ces questions-là. Et du coup, pour les plantes, pour revenir aux plantes, c'est en fait, il y a des études qui ont été faites, hein, des études au niveau par rapport aux plantes, même si c'est pas une médecine qui est reconnue aujourd'hui. On va dire l'allopathie c'est reconnu, mais la médecine des plantes c'est pas encore reconnu, même s'il y a de plus en plus, il y a un engouement aujourd'hui, les gens vont plus vers les plantes hein, parce qu'ils sont un peu déçus de tout ce qui est allopathie. Mais il ne faut pas oublier que la phytothérapie c'est la première médecine. Ça a toujours été la première médecine. Avant les médicaments de synthèse, avant les médicaments, et aujourd'hui il y a certains médicaments qui sont encore faits à base de plantes. Hein, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont faits à base de plantes, ou alors qui sont recopiés, c'est-à-dire qu'on a recopié la molécule. C'est une molécule de synthèse, mais qu'on a recopié, on s'est inspiré de la nature. Hein. Donc du coup, on en revient à la source. La première médecine, des plantes, on en revient. Il n'y avait pas d'autres médecines avant. Voilà. Après, on est content, au niveau allopathique, on est bien content quand il y a des choses très graves, que ça, voilà, on sait que l'allopathie peut agir vite, etc. C'est une médecine d'urgence. Pour moi, l'allopathie, c'est vraiment une médecine d'urgence. Hein, pour les accidents, pour tout ça, on est vraiment content qu'il y ait ça, parce que là, ça sauve des vies, etc. Mais pour tout ce qui est pathologie, des maladies chroniques, des maladies, des rhumes, des grippes, etc., là, il y a tout ce qu'on peut trouver dans les plantes. On n'a pas besoin d'aller prendre un paracétamol ou un doliprane, une aspirine, etc. C'est vraiment, on trouve vraiment tout dans les plantes. Vraiment, c'est voilà. Et après, les études scientifiques sont venues démontrer maintenant les bienfaits des plantes, de tout ce qui a été trouvé de manière empirique. Il y a des études scientifiques qui viennent maintenant confirmer en fait le bien fondé de tout ce qui a été trouvé de manière empirique. Oui. Après, j'invite à essayer. En fait, il faut essayer aussi pour voir. Parce que moi, la première fois que j'ai commencé, j'étais peut-être sceptique, mais maintenant, ça fait pratiquement presque 20 ans que je ne prends plus même pas un doliprane parce que je ne pourrais plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on vit. En fait, il faut en faire l'expérience. Après, j'invite vraiment à aller vers des gens qui savent vous conseiller au niveau des plantes. On ne fait pas n'importe quoi, ça reste quand même. Voilà. Même si c'est naturel, il y a des plantes qui sont toxiques, hein, comme la belladone, etc. Il y a des plantes qu'on ne va pas utiliser. On va utiliser des plantes qu'on connaît, comme le thym, la verveine, le romarin, des choses comme ça. Et vous allez voir, vraiment, ça fait l'expérience, en fait. Voilà. D'accord. Donc, quand on rentre dans le domaine de l'aromathérapie, c'est ça? Phytothérapie, pardon. Pour le coup, vaut mieux s'adresser à une personne qui s'y connaisse. Comme toi, par exemple, tu es spécialiste, enfin, tu as de l'expérience là-dedans. Du coup, comment tu t'accompagnes concrètement une personne qui souhaite en savoir plus et de se soigner éventuellement avec les plantes? En général, quand j'ai des clientes qui viennent me voir, enfin des patientes, des gens malades, souvent j'ai des personnes qui veulent venir perdre du poids simplement, ou j'ai des gens qui sont malades. Là, j'avais une patiente qui avait une polyarthrite rhumatoïde. Du coup, là, je vais faire une cure de plantes. Parce qu'on a perdu aussi ça. Ça, c'était le savoir qu'on mettait en pratique. En fait, on avait ces cures. À chaque changement de saison, en fait, on faisait une cure de printemps, d'automne, d'hiver, pour fortifier, pour renforcer son organisme, en fait. Pour ne pas attraper... vous savez, vous avez remarqué qu'en fait, la grippe est souvent en janvier, à la sortie de l'hiver. Hein. On n'a pas fait la cure, on s'est pas préparé. Il faut se préparer. C'est ce que je dis, en fait. Quand celui qui va aller loin, il met là sa monture, en fait, c'est un peu ça. C'est en fait, on a des choses qui ont été mises à notre disposition, hein, grâce à ce moment-là. Donc, faut se servir et puis appliquer ces principes-là, ces principes naturels qui sont importants finalement. Donc, c'est ces cures de printemps, par exemple, que je préconise en fait, cure de printemps, cure d'automne, cure d'hiver, cure d'été, avec un mélange de plantes qui sont différentes, hein, c'est pas toujours les mêmes plantes, parce qu'on va travailler sur des organes différents en fonction des saisons. C'est un peu comme la médecine chinoise. Et ces cures, elles nous aident juste à rester aussi en bonne santé, à garder cet équilibre. Parce que savoir que l'organisme, c'est un équilibre. Tout est en équilibre. La glycémie est en équilibre, mon taux de glycémie, le taux de lipides, etc. Tout est en équilibre, vraiment, la température, etc. Et ça doit rester en équilibre. Et à partir du moment où il y a un déséquilibre, c'est là qu'il y a un problème, en fait. Voilà. Ouais. Et quand on fait ces cures-là, c'est se faire de la prévention. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce métier-là. C'est-à-dire, en fait, je me suis dit, entre le médecin et le diététique, moi, je suis plus dans un métier de prévention, même si on a besoin des médecins, bien sûr, hein, mais c'est un métier de prévention. Moi, j'aime bien la prévention. Alors qu'on n'est pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire quelque chose, on va casser, puis on va réparer. C'est dans plein de domaines comme ça, on va casser, on va réparer après. Alors que là, c'est de la prévention. C'est-à-dire, je préviens les maladies déjà. J'attends pas d'avoir la grippe. J'attends pas d'être cloué au lit. J'attends pas d'avoir une gastro. Je fais ce qu'il faut. Je me prémunis, en fait, pour pas tomber malade. En fait. Je fais tout pour pas tomber malade. Hein, c'est ça, en fait. Et les plantes, elles nous aident, contrairement à un médicament, les plantes, elles vont aider l'organisme à s'auto-guérir lui-même et se rééquilibrer lui-même. Elles ne prennent pas sa place, en fait. Elles vont juste l'aider, en fait.
Mais lui, il a tout ce qu'il faut pour le faire lui-même. Oui, tout à fait. Ça me rappelle un petit peu le principe de la médecine chinoise. On dit que c'est une médecine curative, préventive par excellence. Exactement. Préventive, ouais. Donc, on visite le médecin traditionnel, évidemment, 4 ou 5 fois par an. Il rééquilibre à chaque fois le corps, le métabolisme. Et ça suffit pour... il semble en fait que si on tombe malade après, quelque part, en fait, ce médecin-là, il a mauvaise réputation parce que son rééquilibrage n'était pas assez efficace. C'est vrai. Et d'ailleurs, les médecins, ils sont payés quand ils ont moins de patients. Moins ils ont de patients malades, plus ils sont payés. Alors qu'ici, plus on est malade et plus le médecin il s'enrichit, en fait. C'est ça. Donc, il faut revenir à cette médecine de prévention et je pense qu'on en revient là. Je pense que ça va être ça, en fait, un petit peu être dans la prévention et revenir à du local. On parlait d'alimentation, revenir à des choses locales. Je connais mon fournisseur, je connais mon agriculteur, enfin celui qui cultive. Je vais aller le voir, je vais le rencontrer, voir comment il travaille. On va revenir à des choses un peu simples, de bon sens, en fait. On ne va plus essayer d'acheter des tomates qui viennent de l'autre côté du monde et qui sont en hiver surtout. Voilà. C'est vraiment revenir à des choses de bon sens, en fait. C'est ça. Et se reconnecter aussi avec les saisons, j'ai l'impression. C'est-à-dire que en hiver, on consomme des aliments d'hiver. Non pas des choses qui ont été produites sous serre ou ailleurs. C'est ça. Moi, je le dis tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait, si on a ces légumes-là à ce moment-là, c'est qu'on en a besoin. C'est notre organisme, on a besoin de ces minéraux, de ces vitamines. On n'a pas des mandarines chaque année, etc. On en a au bon moment, en fait. Les fraises en hiver, c'est juste une aberration. Une aberration au niveau écologique aussi. Hein, d'accord? Donc, non, il faut respecter les saisons et on aura tout ce qu'il faut pour notre organisme, en fait, pour qu'il fonctionne très bien, en fait. Voilà, donc c'est le meilleur moyen d'allier écologie, santé, spiritualité, finalement. Exactement. Il y a tout là-dedans. Exactement. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu exerces dans quelle région de France? En fait, je suis en Bourgogne, je suis au Creusot. J'exerce ici. Après, je développe un peu mon activité, surtout comme beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, je fais beaucoup sur le net. En fait, je fais en visioconférence. Je fais des consultations en visioconférence. Donc, je suis les patients, je fais le bilan global. La première visite, c'est le bilan global d'1 heure. Je fais le tour de tout, en fait, même l'activité physique, on n'en a pas trop parlé, mais c'est l'activité physique aussi qui va jouer un rôle aussi dans le système immunitaire. C'est très important, en fait. Hein. On va revenir au système immunitaire aujourd'hui, comme on voulait en parler. Et donc, je suis aussi les patients. Et après, je fais le suivi, hein, s'ils ont besoin, en visioconférence. En fait. Oui, d'accord. Inch'Allah. Des formations peut-être aussi, tu formes des gens, ceux qui s'intéressent un petit peu à la phytothérapie, souhaitent rajouter un petit cran en plus, au-delà de la consommation personnelle, mais aussi peut-être pouvoir conseiller ses proches. Est-ce que c'est des choses que tu fais aussi? Oui, je fais aussi avec des préparations à base de plantes, en fait. Donc, j'ai une ferme ici, on a une ferme en permaculture, donc on a les plantes cultivées sur place, etc. Donc, on transforme les plantes, on apprend à faire une tisane, on apprend à faire un mélange de tisane, combien la posologie, etc., les propriétés de certaines plantes qu'on a, parce qu'on est environ 30 plantes médicinales sur le site. On apprend aussi à transformer, à faire des macérats huileux. Hein, c'est des choses très simples. Hein. Voilà, on n'a pas besoin d'aller acheter un macérat huileux qui coûte 15 €, du coup, on apprend à le faire. Des baumes, etc. Enfin, on apprend plein de choses au niveau médicinal. Du coup, j'ai une question de la part de Ludo. Il me dit, Allah nous a-t-il pas demandé de manger la nourriture des plus saines? Évidemment. Quelque part, on peut peut-être, je ne sais pas si tu as une sourate du Coran ou une ayah du Coran qui dit en l'esprit, qui dans ce sens. En tout cas, il y a beaucoup de rappels. Il y a beaucoup, pardon. Non, je disais, il y a beaucoup de rappels par rapport à la nature, comment on doit la méditer, comment elle est mustakhara, ça veut dire qu'elle est mise à disposition de l'homme pour qu'elle puisse servir. Se servir sans le voir comme un réservoir inépuisable. C'est ça, c'est respecter. En fait, prendre juste les plantes que j'ai besoin. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à prendre tout. Et d'ailleurs, quand on prend des plantes et qu'on fait une tisane, moi, je les remets dans la nature. C'est un cercle, en fait. On est toujours dans un circuit, en fait, un cercle qui se tourne. Je les remets, dans la nature. Hein. C'est ça, c'est des choses comme ça. Les épluchures aussi, etc., les remettre dans la nature, etc. pour enrichir le sol. Mais je pense qu'il y a une sourate qui parle de taïbet, mais je ne sais pas. Taïbet, c'est quelque chose de sain. Enfin, on entend quelque chose par là de sain pour la santé qui nous apporte du bon, en fait. Hein. C'est ça. Il y a aussi des commentaires en fait, qui parlent de la communauté musulmane et de la conscience de ce genre de thème important qui est la phytothérapie.
Quel est ton regard là-dessus, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne se lancent pas encore, ils n'ont pas cette conscience? Qui se lancent dans la phytothérapie, s'intéresser à la phytothérapie, d'adopter ça comme quelque chose de, comment dire, de spirituel par excellence. Parce que pour moi c'est en fait, enfin, c'est personnel, mais je me dis, on ne peut pas faire mieux que Dieu. C'est pour ça que pour moi, les plantes et les huiles essentielles, hein, d'ailleurs, on remercie Avicenne en passant, parce que les huiles essentielles, enfin, il a perfectionné le système d'alambic, et c'est grâce aussi à lui qu'on peut avoir, grâce à Dieu, par sa connaissance, on peut avoir des huiles essentielles. Et c'est vrai que moi, les huiles essentielles, je ne peux pas m'en passer du tout, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Hein. Mais cette phytothérapie, pour moi, c'est comme une sunna aussi, c'est de revenir un petit peu à la première médecine. On va dire la première médecine, la médecine qui respecte l'individu, qui respecte l'environnement, hein, et qui respecte, qui nous respecte dans la globalité, en fait. Hein. Voilà. C'est pas un médicament avec ses effets secondaires, avec tout ce qu'il y a autour. Hein. D'accord ? C'est ça, exactement. Voilà. Et les lobbies, et puis tout le reste. Exactement. Tout à l'heure, avec le frère Karim, on parlait du miel et de la sourate de Nahl, et des abeilles. Donc, quelque part, on est dans le thème. Ça a été fait pour nous, ça a été fait comme médicament. D'ailleurs, c'est dit explicitement dans le Coran. On doit s'intéresser à ça et privilégier ce genre d'alimentation plutôt que de choisir la facilité. C'est ça. Et en plus, le miel, c'est voilà, un bon exemple, c'est vivant. Alors, je vous conseille juste de vérifier que votre miel n'a pas été chauffé, parce que souvent, il y a des apiculteurs qui l'extrêment et qui le chauffent. Mais c'est vraiment ça, c'est l'exemple de l'huile essentielle qui est sans d'alambic. Je l'utilise telle qu'elle est. Donc, beaucoup d'herboristes aujourd'hui considèrent que l'huile essentielle, la meilleure forme d'huile essentielle que je peux utiliser, là où elle aura toute son efficacité, c'est quand elle sort de l'alambic, telle qu'elle. On ne va pas la modifier, on ne va pas la retoucher comme dans certaines pharmacies où ils retouchent en disant voilà, on va augmenter ce composant. Elle sera beaucoup plus efficace. Non, on fait confiance, justement, telle qu'elle sort, on utilise telle qu'elle sort. Voilà. Et le miel, du coup, vérifier si ça n'a pas été chauffé, c'est important, parce qu'il va perdre de ses vertus. D'accord ? Et d'où l'importance de connaître aussi un apiculteur. Aujourd'hui, on a beaucoup d'apiculteurs autour. Allez voir comment ils travaillent, demandez-lui, etc. C'est important. Ouais, c'est un lien plus personnel, finalement. On est au-delà de la médecine conventionnelle. On achète le médicament, on rentre chez soi. C'est un rapport humain aussi. C'est un rapport humain, exactement. C'est pour ça que les souks, c'est bien. En général, les souks, c'est vraiment bien. On négocie, on échange, on parle, on discute, on goûte même. On garde le contact, peut-être parfois on devient des amis avec le producteur parce qu'il habite à côté, c'est un voisin, ça se trouve. Ouais, c'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que vous pouvez créer ce genre de lien avec les petits marchés sympas où vous connaissez votre fournisseur, ou alors aller le voir dans sa ferme, aller voir le fromager, aller voir. C'est ça, subhanallah. Du coup, en fait, là, il y a des gens comme moi, un petit peu novices, qui ne connaissent pas très bien le domaine. La phytothérapie, elle englobe l'aromathérapie. Comment ça s'articule tout ça, en fait? Est-ce que ce sont des choses différentes ou c'est la même chose? Oui, différentes. En fait, moi, j'ai fait 2 formations de phytothérapeute et aromathérapeute. Ouais. J'aime beaucoup les 2 médecines. Hein. On utilise l'huile essentielle quand on peut utiliser les 2 en même temps, on peut utiliser l'une ou l'autre, etc. L'huile essentielle, c'est un peu plus concentré, un peu plus fort. On ne va pas utiliser sur une longue période, contrairement aux plantes. C'est vraiment, par exemple, j'ai une grippe, je suis clouée au lit, je vais utiliser une huile essentielle comme la Ravinsara, qui est antivirale. Donc là, je vais l'utiliser pendant 48 heures à fond, voilà, pour pouvoir guérir. Mais les plantes, c'est quelque chose que je peux utiliser plus facilement au quotidien, plus facilement. Je peux boire une tisane, 2 tisanes dans la journée, il n'y a pas de souci. D'accord. Et la phytothérapie, ça vient de phyto, donc les plantes, et thérapie, la médecine des plantes. Hein. L'aromathérapie, c'est les huiles essentielles. Oui. Et là, pour le coup, tu parles des huiles essentielles. Est-ce qu'il y a peut-être des huiles essentielles particulières qu'il faut absolument avoir à la maison? Oui. Alors, on parle de 12 huiles essentielles majeures. Hein. Moi, je dirais, bon, je ne vais peut-être pas toutes les donner parce qu'après, il faut savoir les utiliser. Hein. Il y a des problèmes. Dosage. Voilà. La lavande, par exemple, l'huile essentielle de lavande douce, lavande fine, on dit lavande fine, lavande vraie aussi, elle s'appelle aussi lavande vraie. Parce qu'il y a plusieurs lavandes, il y a 300 espèces de lavande. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, en fait, quand on se lance dans la phytothérapie, on doit apprendre tous les noms latins en fait, des plantes et des huiles essentielles, parce que si vous allez demain à la pharmacie ou chez l'herboriste, vous lui demandez de la lavande, il va vous dire mais quelle lavande? Parce qu'il y a plusieurs espèces. Donc c'est la lavande vraie, la lavande fine, si vous voulez être plus juste au niveau du nom de la traduction. Voilà. Et cette lavande, elle est calmante, elle est antivirale aussi, hein, tout ce qui est bouton de fièvre, tout ce qui est mal de ventre, tout ce qui est, elle est calmante pour les enfants, c'est génial pour les aider à dormir, une petite goutte sur l'oreiller, hein, par exemple.
antivirale, elle est aussi décontracturant musculaire, donc pour les sportifs, etc. C'est génial. Tout ce qui est aussi problème de dos, mal de dos, en torse, etc. Donc c'est vraiment la différence entre les huiles essentielles et les médicaments, c'est vraiment leur polyvalence d'action. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, il y a 3 propriétés pour l'huile essentielle. Il y en a au moins 100 en fait. Il y a tellement de molécules. Il n'y a pas qu'une molécule comme le médicament. Le médicament, on a extrait un composé, on en a fait un principe actif. C'est pour ça qu'il y a les effets secondaires. Il n'y a pas toutes ces molécules qui vont venir soutenir l'organisme et lui éviter les effets secondaires. Hein, les molécules dans les huiles essentielles, c'est un peu ça. C'est en fait une équipe. Chacun a une action particulière en fait. D'accord ? Voilà, c'est ça qui est vraiment différent. Donc, on a la lavande fine, le titri en anglais, l'arbre raté, si je veux traduire. Ça, c'est l'huile essentielle à tout faire. Donc, on peut l'utiliser en cosmétique, acné, tout ce qui est problème de pellicule sur les cheveux, tout ce qui est viral aussi, herpès, etc., mycose, tout ce qui est fatigue. Une goutte là, sur la main, hop, on peut la prendre en interne. Il y a des huiles essentielles comme ça qu'on peut prendre en interne. Elle fait partie des huiles essentielles. Une goutte, je suis fatiguée, hop, je prends une, hop, ça rebooste l'immunité. D'accord. Les brûlures, les piqûres, etc. Voilà, donc c'est vous dire, là j'ai pas tout cité, mais voilà, j'ai mangé quelque chose qui n'est pas passé, ben, une goutte, hop, et puis ça passe. Voilà. Donc lavande, titri, eucalyptus radiata, donc une huile essentielle pour tout ce qui est otite, tout ce qui est système ORL, extinction de voix, otite pour les enfants aussi. Là, je vous ai cité 3 huiles essentielles que vous pouvez aussi prendre pour les enfants à partir de 3 ans, d'accord. En externe, hein, pour les enfants toujours en externe, c'est-à-dire qu'on ne les prend pas par la voie orale. Hein. Voilà. Donc une goutte derrière l'oreille quand on a des problèmes d'ORL, etc. Problème de bronchite, problème d'extinction de voix, etc. Voilà. Donc c'est 3 majeurs, c'est déjà pas mal. C'est bien, c'est parfait. Donc j'entends aussi que autant c'est très efficace et très naturel, mais en même temps, il y a des précautions à prendre. Voilà. Il faut s'adresser à des spécialistes. Il faut pas, voilà, c'est pas le genre de choses qu'on peut utiliser comme ça. Exactement. Voilà. Se connaître. Voilà. Donc, privilégiez toujours la voie externe, en massage, parce que tout ce qu'on met sur la peau, il faut savoir que ça passe dans la circulation sanguine. C'est pour ça que je parlais avant de cosmétiques, parce que quand on met des cosmétiques qui sont toxiques, hein, souvent avec du pétrole, hein, souvent je ne citerai pas certaines marques, mais il y a beaucoup de marques qui utilisent du pétrole dans leurs cosmétiques. Ben, du coup, quand vous mettez ça sur la peau, ben, tout ça, ça passe dans le sang, en fait. Hein. Vraiment, ça passe dans la circulation sanguine. Donc, on devrait pouvoir manger ce qu'on met sur la peau. Hein. D'accord. Quand vous mettez du miel, vous soignez avec du miel, vous utilisez ça en cosmétique pour des masques ou de l'argile, ben, tout ça, ça se mange. Donc c'est un peu ça, c'est revenir à des aliments qu'on peut manger et qui sont aussi respectueux de notre peau, à l'extérieur, aussi bien interne qu'externe. En fait. Tout à fait, bien sûr. Dans les commentaires aussi, on nous fait remarquer que les huiles essentielles peuvent être utilisées, par exemple, parfois pour les moustiques, pour des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est au-delà de notre rapport avec la santé, avec le corps. Notre environnement peut bénéficier un petit peu des vertus des huiles essentielles. Exactement. C'est vraiment on en fait aujourd'hui aussi même de la cuisine. Hein. Il y a des gens qui utilisent la bergamote, l'orange douce, etc. On en fait des cosmétiques, hein. Beaucoup de cosmétiques. Moi, j'utilise souvent ça dans des huiles que je manipule pour se soigner, pour s'embellir. Enfin, vraiment, on peut tout faire avec les huiles essentielles. C'est incroyable. On n'a plus un seul cosmétique qui est destiné à la peau ou à ça. C'est vraiment on a plusieurs propriétés, en fait. Plusieurs utilisations. Là, aujourd'hui, en fait, les gens s'intéressent de plus en plus à ce domaine. Quel message, toi, tu aimerais bien faire passer quoi leur dire, en fait c'est un message personnel. Alors, la première chose, c'est s'informer. C'est important de s'informer. S'informer, aller lire les étiquettes, poser les questions. N'hésitez pas, ne soyez pas gênés de poser des questions. Moi, je veux dire, souvent, je pose des questions. Hein, je veux dire, ça m'est arrivé de... Voilà, après, on peut mettre mal à l'aise les gens, mais c'est important de savoir la transparence. Hein, la transparence, c'est important. Donc, posez vos questions, informez-vous, lisez les étiquettes, hein, d'accord. Ensuite, faites-vous confiance aussi. Hein, faites-vous confiance. Aujourd'hui, on a peur de faire des choses, on a peur de se lancer, on est devenu très dépendant de plein de choses. On n'ose plus faire soi-même. On était un peu dans tout ce qui est fait maison. Hein, il n'y a pas longtemps, cette philosophie-là de faire maison, c'est un peu ça, c'est se faire confiance. J'y arriverai. C'est pas les industriels qui font mieux que moi, c'est pas possible. Je peux aussi faire des choses très équilibrées, très saines, etc. Hein, on n'est pas obligé de consommer des plats tout préparés. D'accord. C'est vraiment revenir à des choses comme ça. C'est se faire confiance, en fait. C'est important. C'est ça, bien sûr. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des applications qui permettent de lire les étiquettes et avec des logos, elles montrent tout de suite si l'aliment, il est trop chimique quelque part, en fait, pour que ça soit que c'est des vertus sur la santé.
Donc c'est vrai que c'est un premier pas, effectivement, pour prendre conscience un petit peu de la gravité de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On nous a fait de nous des êtres dépendants. On n'a plus ce discernement instinctif. C'est-à-dire on est déconnecté de la nature, donc plus de discernement. Je consomme, comme ça je ne me pose plus la question. On est arrivé comme des petits moutons, en fait, à consommer des choses et on ne se pose plus les questions. Voilà. C'est vraiment important. C'est de revenir à ça et la première chose, c'est ça. C'est vraiment se poser des questions. Tout à fait. Là, on est au mois d'avril, début du printemps, on va dire. Qu'est-ce qui se passe en termes nutritionnels, en phytothérapie? En fait, il y a des cures aujourd'hui qui sont préconisées dans cette saison ouais, pour les bois et les petits. Oui, il y a des cures. Bon, moi, j'ai commencé, j'ai presque fini. Donc, début du printemps, on a une cure de 3 semaines. En général, les cures de printemps, automne, hiver et été, ça commence, en fait, ça dure 3 semaines, en fait. C'est un mélange de plantes qui est fait en herboristerie et qu'on peut faire aussi soi-même. Et on prend un bol le matin à jeun, un bol le soir avant de se coucher, en fait. Et ça va soutenir les organes, ça va nous renforcer la santé, en fait. D'accord, ça va renforcer les organes. Ça dépend quelle saison. Par exemple, la cure d'automne, on va renforcer le foie. Le foie, il a un grand rôle. Hein. Le foie, c'est vraiment le premier ministre après le cœur qui est le président. C'est vraiment, si le foie fonctionne bien, en fait, tout va, on dit. Hein. C'est vraiment important de prendre soin du foie. Et souvent, dans ces cures-là, on a aussi beaucoup de plantes du foie. D'accord ? Donc, c'est important de temps en temps de se faire des cures de détoxification pour aider le foie, pour aider les organes. C'est un peu comme on ferait la vidange de la voiture. On fait souvent, je pense que tout le monde fait la vidange de la voiture. Hein. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon mari, mais bon, on fait tous cette vidange-là. Donc, c'est un peu comme le corps. En fait, on le fait pas. Pour notre corps, on le fait pas, en fait. On le ferait pour la voiture. Donc, c'est exactement la même chose. C'est à un moment donné, je fais une petite pause, j'allège mon alimentation, je diminue et je fais cette cure pour aider mon organisme. Hein. D'accord ? Tout ça, ça va aider à soutenir la santé à long terme. En fait. Hein. Tout à fait. Là, pour le coup, tout à l'heure, on parlait d'additifs alimentaires et industriels et de leur danger, en tout cas le fait que ce soit à éviter. J'ai une question de Amal Laz qui dit à ta connaissance, quels sont les additifs qu'il faut absolument éviter? Il faut fuir en fait ces additifs-là quand on voit leur nom sur les étiquettes. Si tu en as une ou deux qui te viennent à l'esprit comme ça. Alors moi, je suis très catégorique parce qu'en général, je dis tous les additifs. Ouais. Autant faire bien les choses. Voilà, moi, je suis plutôt trop radicale, mais après, vous trouverez un livre sur les additifs, il y en a de plus en plus. Sur les plus dangereux, etc. Mais moi, c'est vrai que comme je ne consomme pas du tout de plats industriels, etc., parce que je sais qu'en général, quand je rentre dans le supermarché, il va y avoir forcément des ingrédients, des fois même en bio, hein, parce qu'il faut savoir que le bio, c'est une chose, mais il y a bio et bio, en fait. Hein. Donc, moi, je conseille à Amel d'essayer d'enlever, de se débarrasser de ces aliments qui sont, entre guillemets, morts, parce que quand s'il y a de l'additif dedans, ça reste un aliment mort, en fait. Hein, ça reste un aliment, ça ne va pas t'apporter du bénéfice, en fait. Ça va t'apporter des choses qu'il faut. Après, l'organisme, il faudra qu'il détoxifie ça. Et c'est le foie qui s'en charge, donc ça va fatiguer ton foie, etc. D'accord ? Avec tout ce qu'il peut y avoir derrière comme conséquences, comme les maladies, etc. Bon, il y a même des additifs qui sont neurotoxiques, donc au niveau du cerveau. Ça porte atteinte au cerveau. Donc, il faut vraiment faire attention et s'habituer, même aux enfants, essayer de faire attention avec les enfants, parce que c'est très, très important. Hein. Ça peut créer une hyperactivité, ça peut des concentrations, etc. Donc vraiment faire attention. Moi, je te conseille vraiment d'aller vers une alimentation vivante et saine, et là, profiter justement du ramadan là, qui commence pour faire le ménage, le tri dans les placards, et se dire, voilà, moi maintenant c'est fini ça, hein, ça y est, c'est fini, je vais changer, je vais essayer de faire moi-même les choses, voilà. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup du sel, on parle beaucoup du sucre comme des additifs finalement industriels qui sont utilisés comme des additifs pour corriger parfois la texture, pour corriger l'acidité. Donc, on pourrait aussi dire à Amel que si on doit commencer par quelque chose et qu'on a du mal en fait à aller jusqu'au bout de la logique et couper avec les aliments morts, réduisons des huiles, il me semble, gras saturés, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. 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 Donc c'est vrai que c'est une chose à commencer, c'est surtout le sucre en fait. Le sucre. Le sucre, c'est un déminéralisant du corps en fait. C'est ça qui fait qu'on est fatigué. Donc en fait, on va tout le temps jouer sur les glycémies. Ça va monter, ça va redescendre. C'est ça qui va fatiguer l'organisme. En fait. Et à long terme, peut-être déclencher un diabète, prédiabète, diabète, etc. Vous savez, le diabète avec toutes les conséquences qu'il y a. Je veux dire, on n'a pas envie d'avoir une maladie comme ça. Quoi. Mais donc, enlever le sucre, parce qu'aujourd'hui, la majorité des Français, on est tous accros au sucre. En fait. C'est vraiment une drogue. Il y a des études qui ont été faites sur des rats
on leur a donné en fait de la cocaïne. Et en fait, à un moment, on leur a donné, on leur a fait goûter du sucre dans des pipettes. Et en fait, on leur a mis du sucre dans là où elles étaient placées. Et en fait, elles sont allées, au bout de 3 semaines, elles ont quitté, elles ont laissé la cocaïne, elles sont allées vers le sucre. Alors, vous pouvez dire l'addiction que ça crée, et puis l'effet de drogue en fait. Maintenant, il y en a beaucoup qui comparent le sucre à de la drogue. C'est vraiment, voilà, c'est aller loin peut-être, mais voilà, c'est addictif. Donc en fait, on n'est pas bien, hop, on va aller prendre du sucre. On va aller prendre un truc à manger sucré. Et puis, ça va être un cercle un peu pas vertueux, mais malsain, parce que du coup, je vais prendre un aliment sucré, ou une canette, ou du soda, ou une barre sucrée. Et puis après, je vais me sentir bien sur le coup. Puis après, ça va me plomber l'énergie, le moral. Puis après, je vais continuer. Ah ben, je suis pas bien. Ben, hop, je vais recommencer. C'est vraiment se casser ce cercle-là et aller vers un cercle vertueux où on mange des choses saines qui vont nous apporter des choses. Là, ça apporte vraiment rien. Et donc le sucre, ça déminéralise, ça fatigue, ça plombe le moral. Et après, ça peut développer à long terme des maladies chroniques, des maladies comme le diabète, le surpoids, l'obésité. Il faut savoir aussi que quand on est en surpoids ou en obésité, on va aussi vers des maladies. Après, on est plus qu'à risque de développer des maladies cardiovasculaires, etc. C'est ça, bien sûr. Donc, commencez par le sucre. Je disais que, il me semble que dans un article, je lisais une fois que les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre aussi. Oui. Donc, ça va très loin. Oui. Profitez de ce jeûne, parce qu'on dit, en général, au bout de 21 jours, on peut créer une habitude. Donc, c'est juste de se dire, voilà, moi, au début du ramadan. En plus, ça va vous donner de l'énergie pour le ramadan. Essayez, vous allez voir, vous allez trouver une énergie incroyable si vous enlevez tout le sucre. Commencez de manière peut-être toute douce, en éliminant le sucre blanc, parce que moi, quand je parle du sucre, c'est surtout le sucre blanc. Je sais pas les petits carrés de sucre blanc, là, ou le sucre de canne qui a été juste coloré, parce que le sucre de canne, c'est juste du sucre blanc qui a été coloré. Faire attention, c'est pas du sucre marron. Le sucre brut, comme on parle des aliments bruts, c'est le sucre rapadura. Le sucre marron qu'on trouve en boutique bio qui a le goût du caramel, donc qui est complet. Ou alors le sucre de coco, vous pouvez aussi prendre. L'index glycémique, il est beaucoup plus bas, donc ça ne va pas trop avoir un impact sur la glycémie. N'empêche que ça reste du sucre quand même. Donc l'idée, c'est de limiter la consommation de sucre et de profiter de ce mois de Ramadan pour pouvoir mettre en place des bonnes actions, des bonnes habitudes, d'accord, qui vont rester jusqu'à la fin du Ramadan. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, il nous reste 2 semaines avant le début du Ramadan, Inch'Allah. Comment préparer le Ramadan? Qu'est-ce qu'on devrait commencer à faire là aujourd'hui pour aborder le Ramadan avec peut-être de l'énergie, en tout cas les bonnes résolutions qu'on doit prendre à partir de maintenant, d'aujourd'hui, tout de suite. Alors, au niveau alimentaire, bien sûr. Au niveau alimentaire, c'est de faire la liste, de se poser à un moment donné et essayer de lister pour vous quelles sont les mauvaises habitudes que chacun de nous a aujourd'hui. Mauvaise habitude, est-ce que c'est le sucre? Est-ce que c'est moi? Chacun aura un challenge différent en fait. Oui, une personne, ça va être le sucre, une personne, ça va être le café. Le café, ça déshydrate aussi et ça empêche de sentir la vraie fatigue. Du coup, à long terme, ça va fatiguer l'organisme aussi. Est-ce que je bois trop de café? Est-ce que je mange trop de sucre? Est-ce que pour moi, le challenge, ça va être la viande? Je mange trop de viande et tous les jours. Est-ce que c'est pas les produits transformés? Je vais essayer de me lancer un peu, de cuisiner un peu, des plats sains pour moi, pour passer un bon ramadan, pour avoir de l'énergie, être en forme et ne pas tomber malade pendant ce mois de ramadan et pouvoir profiter pleinement de ce ramadan. C'est vraiment chacun a un challenge différent. C'est-à-dire que ça peut être le sucre, pour certains, ça peut être le café, ça peut être des choses addictives. C'est vraiment se libérer de toutes les addictions. Parce que l'idéal en alimentation, c'est de libérer des addictions. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas là, si j'ai pas bon café, ben, ça va pas aller, ou si j'ai pas telle boisson sucrée, ça va. Voilà, c'est vraiment se libérer de ces addictions. D'accord. Et voilà, c'est vraiment ça. Se poser, puis et essayer de comment dire, de goûter aux tisanes aussi. Essayer de mettre en place d'acheter quelques plantes et puis de pouvoir. Ça va aussi vous rééquilibrer un peu l'organisme aussi, et puis vous allez goûter à des choses qui vont vous aider aussi dans cette libération d'addiction. En fait. Donc le Ramadan, l'occasion pour changer de vie quelque part. Observer, ce que j'entends, c'est aussi beaucoup observer notre assiette pour voir ce qui cloche, ce qui ne va pas, ce dont on devrait se débarrasser. Et profiter de ce Ramadan pour, de toute façon, on a l'occasion de le faire par le côté spirituel des choses, pour réduire nos dépendances. Là, en ressortir avec des bonnes habitudes alimentaires. Inch'Allah. Exactement. L'idée, c'est vraiment de mettre en place ces actions et
faire des petits pas. Voilà, moi, pendant le ramadan, je m'engage à enlever le sucre. À enlever le sucre, c'est pas grave, ça va créer peut-être à un moment donné une frustration, mais après, on est heureux. Qu'est-ce qu'on y gagne après? Il faut voir aussi ce qu'on y gagne après. Hein, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer si je continue à consommer ce sucre? Hein, c'est ça aussi, il faut essayer de se voir déjà, de se projeter. Parfois, on ne se pose même pas la question. Donc, le fait de se poser la question, de dire, attends, mais pourquoi je dépends du sucre? Je peux l'enlever aussi. Là, on s'enclenche un processus et parfois, ça aboutit effectivement à trouver l'énergie pour remplacer ça par autre chose de plus sain. C'est ça. Le jeûne rentre dans le cadre de ce que tu préconises, dans le cadre de ton activité? Jeûner tel jour, tel moment de jour, aux musulmans, je le dis beaucoup. Quand j'ai des patientes musulmanes, je leur préconise de jeûner parce que c'est vraiment un cadeau. Enfin, le jeûne, c'est machin. Et aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites sur le jeûne thérapeutique. Il y a des hôpitaux qui se développent, pas trop en France, parce qu'on n'est pas trop ouvert encore à ça. Hein. On n'utilise pas ça pour soigner les cancers, etc. Mais quand vous allez en Suisse, il y a des cliniques qui ont été reprises de père en fils et de filles, médecins. Et c'est cadré, hein, c'est encadré par des médecins, des professionnels de santé. C'est comme un hôtel, et ça, c'est un hôpital, en fait, où on accueille des gens qui sont pratiquement en civière, qui sont pratiquement morts. Et à la fin, ils repartent, ils sont carrément reboostés. C'est le jeûne, en fait. On leur fait des jeûnes. Donc, important de jeûner. Et donc, je leur dis à mes patients de jeûner, hein, les lundis, jeudi. Hein, c'est une sunna en plus. Hein, Sam, il a jeûné quand même toute sa vie de lundi, jeudi. Donc, c'est une sunna, voilà, c'est vraiment. Et quand on jeûne, on voit l'énergie qu'on a. C'est vrai que c'est pas pareil quand on mange. Il faut vraiment le voir, l'observer. Et observer une fois quand vous jeûnez, vous allez voir. Et de jeûner, voilà. Et je le dis même à mes patients qui sont musulmanes. Hein, je leur dis essayez de trouver une journée dans la semaine et de jeûner. Vous allez voir ce que ça va vous apporter. C'est vrai. Surtout que nous, on ne paye pas pour avoir des cures de jeûne. Finalement, c'est gratuit pendant 30 jours. Ouais. On est des millions sur cette terre en fait, à se motiver tous ensemble pour jeûner. Donc, il faut vraiment profiter de cette parenthèse bénite, finalement, spirituellement parlant, mais aussi en termes de santé pour ressortir transformé, Inch'Allah. Et c'est vrai que là, comme je parlais du sucre avant, c'est vraiment aussi de s'entraider, parce que là on est en famille, etc. On va être confiné, je pense, jusqu'à au moins la moitié du ramadan, je pense. Donc du coup, c'est de profiter de ces changements, essayer de les proposer à son entourage, à ses enfants, etc. Quand ils sont petits, voilà. Essayer d'enlever aussi tous ces produits sucrés, ces aliments qu'ils ont l'habitude de manger petits, pour pouvoir leur donner des bonnes habitudes, en fait. C'est important petit de leur donner des bonnes habitudes et de pas les laisser manger du sucre sans limite, quoi. Voilà. Donc, s'entraider en famille, voilà, se challenger, et puis voilà. Et de ne pas en acheter. Aussi, une idée, c'est de ne pas en acheter du sucre comme ça. Pas en acheter. Peut-être remplacer par du miel ou par autre chose. Enfin, des choses miel, voilà, de temps en temps. Amel, en fait, se pose la question par rapport à l'eau. Je ne sais pas si tu as des conseils à donner par rapport à ça, l'eau du robinet, l'eau des bouteilles, évidemment. Est-ce qu'il y a des méthodes pour les purifier? Quel impact de l'eau aujourd'hui, quels sont les dangers? Parce qu'on ne se rend pas forcément compte de l'eau qu'on boit et de sa qualité. Quel regard, toi, tu as par rapport à ce problème aujourd'hui? En fait, moi, je consommais beaucoup d'eau en bouteille. Et ça me posait un peu problème le plastique, en fait. Parce que c'est vrai, quand on fait des émissions sur le plastique, c'est une catastrophe écologique. Hein. Donc voilà, j'ai arrêté de consommer, j'ai repris au robinet. Mais en fait, il y a tellement de choses qui. Voilà, un aliment un peu mort, on va dire entre guillemets, l'eau. Hein, voilà, je le dis carrément. Il y a des hormones, il y a du chlore. En plus, on a augmenté là en ce moment les taux de chlore. Il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes pour notre organisme, en fait, qui vont peut-être aussi nous fatiguer à long terme. Donc moi, je préconise en fait de filtrer l'eau avec des carafes qui sont vendues, mais pas des carafes, des filtres à eau qu'on peut trouver sur Internet. Par exemple, la marque Berkey, qui est une bonne marque. Hein. On peut même filtrer l'eau du lac, pour vous dire, avec ce filtre et la boire. Donc, c'est important de filtrer l'eau, de boire une bonne eau. C'est quand même la base. L'eau, c'est quand même la base. On est fait d'eau, on est fait de beaucoup d'eau. Et tout ce qu'on mange, c'est à base d'eau aussi. Hein. Quand on cuisine, on utilise l'eau de la cuisine, on utilise pour le thé, pour le café. Donc, c'est important d'avoir une eau de bonne qualité, en fait. D'accord ? Et voilà, donc c'est très important. C'est vrai que on rappelle aussi que notre corps, il est fait à 70% d'eau. Après, je ne me rappelle plus exactement de la proportion, mais en tout cas, une proportion importante de l'eau. Donc l'eau, c'est vraiment un thème majeur. C'est ça. Ouais. On a parlé beaucoup de la mémoire de l'eau ces derniers temps, etc. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est très très important. Donc c'est capital. Si vous pouvez vous permettre d'acheter un filtre à eau, la marque Berkey ou Eva, moi je préfère le Berkey, c'est des filtres qui vous filtrent pratiquement 99,9%
tous les métaux lourds, le plomb, le chlore, les hormones. Voilà, on filtre pratiquement tout. Certains pensent au filtre un petit peu écologique, dans le sens peut-être le charbon. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont efficaces aujourd'hui? On peut le faire ou c'est un peu compliqué? On peut le faire dans une carafe, hein, vous voulez dire, c'est ça? Dans une carafe avec des charbons? Enfin, en tout cas, quelque chose de fait maison, on va dire. Pas une carafe qu'on achète. C'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs étages dans le filtre, en fait, avec différents matériaux. Hein, mais avec le charbon, on va dire, ça enlève un petit peu, mais ça ne va pas tout enlever, en fait. C'est un bon début, on va dire. Mais à long terme, si on peut se permettre franchement, on a tout à y gagner, hein, finalement, pour pouvoir avoir une bonne eau et qui nous purifie vraiment. Bien sûr. En tout cas, on va faire attention à ça, surtout l'eau, le sucre, on retire le sel. Il a aussi, peut-être une question un peu plus personnelle aujourd'hui, tu t'intéresses à quoi? Peut-être que tu as une découverte que tu pourrais partager avec nous, tu as découvert un aliment ou peut-être le bienfait d'une plante. Et là aujourd'hui, tu penses à quoi? Enfin, tu creuses dans quel sens en ce moment? Je suis très passionnée de l'immunité, du système immunitaire. Donc là, on en parle aussi beaucoup. Donc là, je prépare un mémoire sur le système immunitaire, présenté à l'école des plantes. Donc voilà, c'est vraiment, on est en plein dedans. Enfin, toutes ces maladies, cette fatigue, etc., c'est souvent le problème du système immunitaire. Il est au cœur, en fait, de tout ce qui se passe en ce moment, de tout ce qu'on peut entendre. Donc c'est ça. Voilà, je découvre, en fait, et j'apprends tous les jours sur ça. Et le microbiote. Voilà, je me posais plein de questions. Et là, je me rends compte aujourd'hui que le microbiote, c'est quand même, on a comparé ça à un deuxième cerveau. Pour vous dire que c'est vraiment important. Et l'alimentation contribue justement à enrichir ce microbiote. C'est pour ça qu'on parle d'alimentation, c'est un lien avec l'immunité, avec notre microbiote. Tout est lié en fait. C'est pas compartimenté. Quand on a une pathologie, par exemple, au niveau de la peau, on va pas se poser la question de mettre des corticoïdes et se dire ah ben c'est bon, c'est fini. On se pose la question, on cherche la cause des causes en fait. C'est ça qui est important. Cette médecine-là, c'est chercher la cause des causes. C'est-à-dire que j'ai un psoriasis, j'ai de l'eczéma, ben, je ne vais pas continuer à mettre des corticoïdes sans me poser la question. Là, le corps il est en train de me dire mais attention, c'est le voyant rouge qui s'allume. Il me dit mais il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Et c'est à moi de voir ce qui ne va pas, de voir ce qui ne va pas. Et c'est pour ça que la phytothérapie, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va plutôt, au lieu d'enlever les symptômes, comme fait l'allopathie, c'est vraiment de rééquilibrer l'organisme pour qu'il fonctionne bien. D'accord ? À la limite, le symptôme, c'est rien. C'est un peu comme le microbe n'est rien. C'est le terrain et tout, en fait. C'est vraiment, tout est dans le terrain. Là, je parlais du sucre, je parlais de tout ça. C'est vraiment le terrain. Une fois que le terrain il est bon, et ben, le système immunitaire, il fonctionne aussi. La flore aussi, etc. D'accord ? Tout à fait. C'est un petit peu quand même une notion qui me rappelle la médecine, comment on dit ça, on prend tout l'organisme ensemble, on prend en considération tout le métabolisme et non pas une partie simplement holistique, voilà, médecine holistique. C'est ça, c'est vraiment cette médecine-là. On prend l'individu dans sa globalité. Donc, en fait, tout est relié. Hein. On sait qu'aujourd'hui, les intestins, le cerveau, ils communiquent tout le temps. La thyroïde, le chef d'orchestre de tous les organes. Donc, on ne va pas considérer comme dans l'allopathie un organe à part. On va soulager un organe, c'est juste la peau. Non, c'est pas la peau. C'est le foie qui va mal, il est mis à mal. Ouais. C'est peut-être les intestins, le poumon. Voilà. Et du coup, la peau, elle prend la relève. Elle prend la relève parce que le foie, il n'en peut plus, il dit j'en peux plus. Et bien, c'est la peau qui prend la relève. Et là, notre corps, il est formidable, il est très, très bien fait. C'est-à-dire qu'il nous donne des indications. Donc, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a à me dire sur mon état de santé interne? C'est une belle introduction pour un petit peu comprendre le mécanisme du corps. Enfin, on découvre notre propre corps, parfois on l'oublie. C'est ça. Parfois on est tourné vers l'extérieur. Ça nous ramène un petit peu à notre cœur et on se regarde un petit peu et on se dit, bah, tiens, c'est une machine en fait finalement. Et même si on le savait, parce qu'on a étudié ça quand on était petit, mais là, peut-être on est un peu plus sensible à qui on est. C'est ça. Et on ne peut pas ne pas parler un petit peu du coronavirus, évidemment. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment tu te soignes? Enfin, comment j'imagine que tu fais des cures peut-être préventives, enfin, à titre personnel, ou bien tu conseilles ça aux gens? Voilà. La cure de printemps, par exemple, cette cure de printemps, en général, elle est destinée à renforcer le système immunitaire, et en particulier les poumons. On est en plein dedans, les poumons, les pathologies des poumons. Donc, cette cure-là, c'est le bon moment, en fait, pour ceux qui veulent la faire. Cette cure-là, c'est vraiment avec les plantes. Hein, si on a la possibilité d'avoir une herboristerie, hein, on peut la faire jusqu'à la fin le début de l'été, il n'y a pas de souci. Donc, d'avoir ce mélange-là qui va fortifier, renforcer le système immunitaire et renforcer les poumons. Parce que c'est surtout eux qui sont mis à mal à cette période-là. C'est pour ça que les plantes, elles vont plutôt
agir à ce niveau-là. Après, pour booster l'immunité, en fait, l'alimentation, je dirais l'alimentation, la première chose c'est l'alimentation, faire attention à ce que je mange. Le sucre, ça affaiblit le système immunitaire, ça affaiblit, ça déminéralise. Donc quand on est carencé, on est plus sujette aux pathologies, aux maux, etc. D'accord, la fatigue, etc. Donc système immunitaire, la qualité du sommeil aussi qui est important, on parlait avant de respecter les rythmes, se coucher tôt, hein, c'est des choses qu'on a perdues aussi, c'est voilà, éteindre la télé, et puis aller se coucher tôt, et éviter les écrans le soir qui nous perturbent, qui empêchent l'endormissement rapide. Donc, se coucher tôt, à des heures réparatrices, donc 10h, 10h30 par exemple. Hein. Limiter le stress, hein, on est en plein dedans aussi, là en ce moment. Hein, si on écoute les infos toute la journée, ben là, on est vraiment dans la peur, le stress, etc. Donc, éteindre la télé et puis aller lire un bon bouquin, essayer d'apprendre, avancer, profiter de ce moment-là pour voilà, poser des bonnes questions, préparer son ramadan, etc. Voilà. Laisser un peu la télé, voilà, c'est se débarrasser un petit peu des ondes négatives. Et puis prendre soin de sa flore, donc la flore, notre flore, en fait, par l'alimentation, par le sommeil, etc. Et ce système immunitaire. Après, on peut le renforcer par des huiles essentielles, comme le ravin Sara. On a le titri, dont je vous avais parlé tout à l'heure, et puis le niaouli aussi. Le niaouli. Après, si vous avez que ravin Sara, ben, tous les jours, une goutte sur les poignets, vous frottez les poignets ensemble, comme ça. Hein, voilà. Et puis voilà, tous les jours une goutte le matin, voilà, pour pouvoir renforcer l'immunité. La vitamine C aussi, la vitamine C, ceux qui veulent prendre de la vitamine C, c'est aussi c'est pas que pour la fatigue, hein, la vitamine C, c'est aussi une vitamine qui est antivirale et qui va renforcer le système immunitaire. Après, on a des plantes comme l'échinacée, qui est une super plante aussi qui va booster l'immunité. Et voilà. Alors, je ne sais pas si il est parti. Vous êtes là? Donc après, je pensais aussi au ramadan, c'est-à-dire en fait, au niveau du ramadan, par rapport au ramadan, par rapport aux dates, hein, on rompt souvent le jeûne avec la date, et en fait, la date, c'est vraiment un super aliment. C'est un super aliment parce qu'il y a ça nourrit la flore, ça apporte des bonnes fibres, et vraiment pour la rupture, c'est vraiment l'idéal, la date. Après, pour la rupture du jeûne aussi, quand on rompt, en fait, il faut éviter tout ce qui est un peu sucré, en fait. Voilà, parce qu'on a toujours tendance à boire un café et puis aller manger des gâteaux ou des choses très sucrées, hein, très mielleuses. Donc éviter ça, parce que là, ce serait dommage de pas de gâcher les bienfaits du jeûne qu'on a eu avant. C'est plutôt de manger des dates et puis de s'hydrater, bien s'hydrater avec de l'eau et après des fruits, des légumes, etc. Essayer de manger quand même équilibré et puis de ne pas rompre forcément avec tout ce qui est sucré. Donc comme j'ai dit, essayer de se poser, d'essayer d'observer ce qu'on peut changer en fait pendant le Ramadan, que ce soit au niveau des addictions, du sucre, qu'est-ce que je peux intégrer de bon, de sain, etc. Aussi, c'est important. Voilà, si je mange pas assez de légumes, ben, essayer d'en rajouter beaucoup plus, des fruits aussi, etc. Et puis revoir un peu les mauvaises habitudes qu'on a pu instaurer depuis un bon bout de temps. Comme je parlais avant du sommeil, je parlais du stress, je parlais aussi de l'activité physique, etc. Et de prendre des initiatives et puis de les mettre en pratique en tout cas pendant cette période-là et de décider de passer à l'action. Voilà.